L'Iran a annoncé la refermeture des détroits d'Ormuz. C'est gâté pour le protocole d'accord Iran-États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est dans un goût amer que Donald Trump a reçu l'annonce de la fermeture des détroits d'Ormuz par les gardiens de la révolution. Emmanuel Militari, Israël a annoncé la cessation des combats au sud Liban. Sauf que c'est déjà trop tard. L'Iran avait prévenu et l'Iran a fait entrer à exécution ses menaces. Et voilà qu'il sera maintenant très difficile pour Donald Trump de reconvaincre les Iraniens de venir sur la table des négociations. À cette allure, mesdames et messieurs, les négociations sont en passe de foirer. C'est de ça qu'il s'agit. On avait vu notamment une baisse significative, même ici en Europe, mesdames et messieurs, des prix de pétrole et des prix même à la pompe, avec la réouverture du détroit d'Ormuz. Et après l'annonce de la refermeture du détroit d'Ormuz, on s'attend notamment à ce que les opérateurs économiques sautent sur l'occasion pour rehausser les prix à la pompe. Et le baril du pétrole ne sera pas en reste, évidemment. Alors là, mesdames et messieurs, Donald Trump, on ne sait pas exactement dans quel genre de colère il se trouve. Évidemment qu'on nous dira que c'est une colère noire contre les Israéliens, sauf qu'il ne peut que s'en vouloir à lui-même. Lorsqu'il a déclaré un cessez-le-feu unilatéral d'abord sur la question iranienne, alors qu'il avait déclenché le conflit conjointement avec Israël, il s'attendait à quoi ? Les intérêts américains ne peuvent pas être toujours les intérêts israéliens. Ça, c'est de un. C'est notamment dans les habitudes de Donald Trump de penser que les États-Unis sont les seuls à définir du sort et de la souveraineté des pays qui se retrouvent souvent engagés dans les conflits. On se rappelle en Ukraine, sans même l'avis des Ukrainiens, Donald Trump s'est levé un matin, il a déclaré un cessez-le-feu unilatéral et les assises avec la Russie sur une question qui regarde premièrement l'Ukraine. Et de l'autre côté, on se rappelle, entre Israël et le Hamas, Donald Trump avait toujours fait pareil en annonçant un cessez-le-feu unilatéral entre le Hamas et Israël. Maintenant, sur la question iranienne, Donald Trump est encore celui qui s'est levé de façon unilatérale et déclaré un cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran, sans toutefois consulter Israël. Donald Trump ne peut pas se résoudre en empereur du monde entier. Et désormais, le cessez-le-feu qui est en train de capoter aujourd'hui, il ne peut que s'en vouloir à lui-même. Regardez-moi cette démonstration de courage. L'Iran qui a décidé aujourd'hui de rebloquer le détroit d'Ormuz, suite à l'agression qui continue d'Israël sur le sud Liban. Et là, bien sûr, la plupart d'entre vous, quand on commence la vidéo comme ça, vont nous dire « Et pourquoi ils ne le font pas aussi pour Gaza ou pour la Palestine ?» Alors moi, là-dessus, je rentrerai même pas dans les détails, je vous dirai simplement. Quand on dit pourquoi ils ne le font pas, pourquoi on ne dit jamais pourquoi on ne l'a pas fait. Et la seule conclusion qu'on devrait tous savoir aujourd'hui, c'est que l'Iran a compris quelque chose, que beaucoup de nos propres dirigeants arabo-musulmans n'ont pas voulu comprendre. Dans ce monde actuel, la puissance ne se mesure pas seulement au nombre de chars, d'avions ou de missiles. Parfois, un levier économique vaut plus qu'une armée tout entière. Et on a pu le voir face aux États-Unis. Et c'est exactement ce qui me refait penser aujourd'hui à la situation en Palestine ou à Gaza. Parce que pendant tout ce temps où ils ont été bombardés, pendant tout ce temps où on a vu des familles entières disparaître sous les décombres, il faut savoir qu'il y avait des leviers qui existaient. Certains avaient du pétrole, d'autres avaient le gaz, d'autres avaient des routes maritimes, des espaces aériens, des accords commerciaux, ou même des partenariats militaires. Le pouvoir existait, les cartes existaient, et les moyens de pression, ils existaient aussi. Et pourtant, ils ont laissé Gaza continuer de saigner. Et rendez-vous compte qu'il y a un moment de l'histoire où on n'attendait même plus à ce qu'ils arrêtent les massacres. On est arrivé à un moment où on espérait juste qu'ils sauvent ce qu'il restait encore de vivant. Je veux dire, même faire rentrer de l'eau, de la nourriture, des médicaments ou permettre à des blessés de se soigner, à des enfants de survivre, à des familles de vivre avec un minimum de dignité. Même juste pour ça, ils n'ont jamais été à la hauteur. Et ça pendant que Gaza criait sa douleur au monde entier. Ils ont tous préféré des communiqués, les discours. Et jamais ils ont décidé de passer aux actes. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est-à-dire que quand les Palestiniens avaient faim, enfin je sais même pas pourquoi je fais par le passé, même maintenant ils ont encore faim. On leur répond avec des communiqués. Quand ils ont soif, ils reçoivent encore des communiqués. Quand il manque juste de médicaments, on fait encore que des communiqués. Alors dites-moi comment oublier comment toutes ces pétromonarchies,
qui se disent être frères et sœurs en islam, de tout un peuple opprimé, on parle de 2 millions de personnes, qui n'ont même pas été capables de leur fournir de la farine. Sur ce, salam. La guerre était terminée depuis. On écoute. Donald Trump se trouvait dans la situation dans laquelle s'est trouvé d'autres présidents américains, c'est-à-dire dans une opération militaire, et ils sont dans une impasse. Il était dans une impasse face à l'Iran, de la même manière que Johnson était dans une impasse au Vietnam, et il faut bien dire, Obama était dans une, ou George W. était dans une impasse, etc. Et là, vous avez deux solutions quand vous êtes dans cette impasse. Soit vous redoublez d'efforts, vous envoyez plus de canons, plus de soldats, plus de bombardements, en disant je vais essayer, cette fois-ci je vais gagner, et ça finit par un désastre, Vietnam, etc. Eh bien, au fond, l'avantage de Donald Trump, c'est qu'il a su arrêter les frais. Il a su arrêter, il a su dire, bon, allez, on arrête. Et franchement, pour l'économie mondiale, c'est quand même meilleur. Parce qu'on allait, avec le blocage du détroit d'Ormuz, on allait vers une récession mondiale. Donc, moi, je dirais qu'il faut d'abord reconnaître cette qualité à Donald Trump. Il a su dire, bon, j'ai perdu, j'arrête ça. Et naturellement, avec le talent qui est le sien et qui vient de cet avocat américain, Roy Cohn, qui l'a formé, il ne va jamais avouer un échec, jamais une erreur. Il va crier au contraire. La plupart des gens pensent qu'une guerre se termine lorsqu'un accord est annoncé. En réalité, mesdames et messieurs, les guerres modernes se terminent souvent bien avant, au moment où l'un des camps comprend qu'aucune nouvelle escalade ne changera fondamentalement le résultat. C'est exactement ce qui rend cette séquence intéressante, mesdames et messieurs. Parce que pendant des mois, l'objectif ici n'était pas seulement d'infliger des dégâts, mais de modifier le comportement de l'adversaire. Or, lorsqu'un conflit continue malgré les bombardements, malgré les sanctions et malgré la pression économique, un problème apparaît. Chaque semaine supplémentaire coûte plus cher que la précédente, tout en rapportant de moins en moins de résultats. C'est le piège classique des grandes puissances. Plus elles investissent dans une guerre, plus il devient difficile de reconnaître que l'investissement ne produit pas les effets attendus. Pourtant, les réalités stratégiques finissent toujours par rattraper les discours politiques, mesdames et messieurs. À partir du moment où les poursuites des opérations menacent davantage les intérêts économiques mondiaux, qu'elles se rapprochent d'un objectif décisif, la logique change complètement. La question n'est plus comment gagner davantage, mais combien coûtera encore une semaine de plus. Et c'est ce que Donald Trump a compris. Et lorsqu'un conflit arrive à ce stade, l'accord qui suit n'est souvent qu'une formalité. La véritable décision a déjà été prise en coulisses. C'est de reconnaître que prolonger la guerre est devenu plus risqué que la terminer. Et là, Trump l'a compris depuis. Ce qui est en train de se passer là, Trump l'avait déjà compris depuis. C'est une mise en scène. Leurs intentions n'ont pas changé depuis le début de ce conflit. Nous sommes le samedi 20 juin, il est 16h45. La diplomatie américaine parle d'un éventuel voyage en Suisse pour continuer les discussions avec les Iraniens sur un sujet qui les intéresse, eux, le nucléaire iranien. Et pendant ce temps, ils ferment complètement les yeux sur ce qui se passe actuellement au Liban. Hier encore, Ben Gvir a dit que tout le Liban doit brûler, aucune condamnation américaine. Et aujourd'hui, le régime sioniste a éliminé 4 membres d'une même famille au sud Liban. Mais le bilan total depuis ce matin s'élève à 30 morts, tous des civils. Aucune concession, les Iraniens devraient tout arrêter tout de suite. Leur faire miroiter des milliards n'est finalement qu'un énorme piège. J'ai pourtant été le premier à y croire. Finalement, il s'agit plutôt d'une mise en scène et leurs intentions depuis le début de ce conflit n'ont pas changé. De la part de Giorgia Meloni, qui a été accusée notamment, puisque Donald Trump a dit Meloni m'a supplié de prendre une photo avec elle. Elle voulait tellement une photo avec moi, je n'avais pas envie d'accepter, mais j'ai eu pitié d'elle. C'est tout de même assez sidérant d'entendre Donald Trump, qui a été si proche de Giorgia Meloni pendant un temps, dire cela, et elle ne s'est pas laissée faire. Les déclarations de Donald Trump sont totalement inventées. Je suis stupéfaite. Je ne sais pas pourquoi le président américain se comporte comme ça envers ses alliés. Ce n'est pas la première fois. C'est décevant qu'il ne fasse pas preuve de la même détermination avec les ennemis de l'Occident et des États-Unis, dont il traite leurs dirigeants avec bien plus d'indulgence. Il y a une chose que Trump devrait retenir, l'Italie et moi ne mendions jamais. Dis-moi comment tu traites les alliés et je te dirai quel dirigeant tu es. Voilà ce que révèle réellement cette polémique. Mesdames et messieurs, le vrai problème n'est pas une photo, ni même une querelle d'ego entre dirigeants. Le problème, c'est le signal envoyé au monde entier. Lorsqu'un chef politique commence à humilier publiquement ceux qui sont censés être dans son camp, il crée un doute stratégique bien plus dangereux qu'une dispute diplomatique. Car les alliances reposent sur une monnaie invisible,
la confiance. Le jour où les partenaires commencent à se demander s'ils seront les prochains à être ridiculisés, ils cherchent des alternatives, prennent leur distance et préparent leur propre plan. L'histoire est remplie de puissances qui ont cru pouvoir imposer leur volonté à leurs alliés sans conséquence, avant de découvrir que l'isolement coûte plus cher que la coopération. Ce qui rend cette réponse italienne si importante, ce n'est pas son temps, c'est le message qu'elle contient, mesdames et messieurs. Un allié peut accepter des désaccords, mais il n'accepte pas l'humiliation. Et dans les relations internationales, perdre le respect de ses partenaires est souvent le premier pas vers la perte de son influence. La vraie question n'est donc pas de savoir qui dit vrai dans cette affaire. La vraie question est de savoir combien d'alliés sont encore prêts à suivre un leader qui transforme ses partenaires en cible. Plus de 25 ans qu'il essaye de convaincre chaque président des États-Unis. Je crois même, il n'est pas Premier ministre à l'époque, mais il commence avec Bill Clinton, il voit Bush fils, il voit évidemment Obama, Biden, Trump 1, Trump 2. Et c'est Trump 2 qui lui a ouvert cette fenêtre sur le projet qui était celui de sa vie. Madame Clinton dit, déjà Netanyahou avait dit... Dans une interview aujourd'hui, c'est effarant ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la pression était continuelle, très difficile à supporter, qu'il ne pensait qu'à une seule chose, c'est aller frapper l'Iran avec l'aide des États-Unis, parce qu'au niveau matériel, surtout à cette époque, notamment au niveau ravitailleur, comme le disait le colonel Goya tout à l'heure, c'était extrêmement difficile. Et Clinton, moi, je me souviens, il arrive, Xavier, vous vous rappelez, dans l'interview, Madame Clinton dit, les Israéliens appelaient et ils disaient, les avions sont déjà en train de décoller, ils sont sur le tarmac, ils sont prêts à décoller. Et elle prétend qu'elle leur aurait dit, c'est sa version, hein, mais bonne chance, allez-y messieurs, et ils n'ont pas osé décoller. C'était un peu la frappe sur Beyrouth. Les guerres se terminent parfois par une signature, les problèmes commencent souvent juste après. Le report des négociations prévues aujourd'hui nous le rappelle. Quand les médias américains citent les 14 points de l'accord, beaucoup y voient une victoire de l'Iran et un revers pour les États-Unis. Pour ma part, oui, c'est une victoire pour l'Iran, et elle est méritée. Ce résultat est le fruit d'un combat long et difficile mené par la partie iranienne, mais un accord n'est que le point de départ. Prenons un seul exemple, le fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. Qui va payer? Combien? Qui recevra cet argent? Qui le gérera? Derrière l'annonce politique commence le casse-tête de la mise en œuvre. Autre inconnu, les États-Unis eux-mêmes. Après les élections de mi-mandat en novembre, Washington respectera-t-il toujours les engagements pris aujourd'hui? Personne ne peut le prédire. Sans oublier Israël, dont les intérêts ne coïncident pas forcément avec les États-Unis. Nous espérons tous que l'accord ouvrira la voie à une paix durable. Mais l'histoire nous enseigne qu'un accord de paix peut être remis en cause très rapidement lorsque les intérêts politiques changent. Il faut donc se réjouir des avancées obtenues tout en restant prudent et vigilant. Depuis plusieurs jours, une question revient sans cesse. Pourquoi, après des semaines de tensions, de frappes, de menaces et de déclarations martiales, voit-on soudain apparaître des discussions, des médiations et ce fameux mémorandum entre Washington et Téhéran? Pourquoi maintenant? Pour comprendre ce qui se passe, il faut parfois regarder au-delà des déclarations officielles. On nous parle de paix, on nous parle de stabilité, on nous parle de diplomatie, mais en géopolitique, il faut toujours se demander où est l'argent. Car l'histoire nous enseigne une chose, les guerres ne sont pas seulement des affrontements militaires, elles sont aussi des phénomènes économiques. Une guerre, c'est la vente d'armes, une guerre, c'est la consommation des armes, une guerre, c'est la destruction, et après la destruction, vient la reconstruction. Autrement dit, certains gagnent de l'argent avant le conflit, pendant le conflit et après le conflit. Regardez l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est reconstruite grâce au plan Marshall. Après l'Irak, après l'Afghanistan, après la guerre du Golfe, des milliards de dollars de contrats sont attribués dans les infrastructures, l'énergie, la sécurité, les télécommunications et le bâtiment. Les populations souffrent, les États s'endettent, mais certains secteurs prospèrent. C'est une réalité dérangeante, mais documentée depuis des décennies. Et aujourd'hui, regardons ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an. Le 14 mai 2025, Donald Trump se rend à Doha. Ce jour-là, les États-Unis et le Qatar annoncent un partenariat économique présenté comme pouvant représenter jusqu'à 1200 milliards de dollars d'échanges économiques. À cela s'ajoutent des commandes massives d'avions Boeing, des contrats de défense, des investissements dans l'intelligence artificielle, l'énergie, les infrastructures et les technologies stratégiques. Au même moment, l'Arabie Saoudite annonce plusieurs centaines de milliards de dollars d'engagements économiques avec Washington.
Les Émirats investissent eux aussi massivement dans les technologies américaines et les secteurs de défense. Jamais les intérêts économiques entre les États-Unis et les monarchies du Golfe n'ont été aussi importants. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ce mémorandum avec l'Iran a été signé uniquement pour protéger ses contrats. Personne ne peut l'affirmer. Mais je pose une question légitime. Lorsqu'il y a plus d'1 millier de dollars en jeu dans une région, lorsqu'une fermeture du détroit d'Ormuz peut faire exploser le prix du pétrole, lorsqu'une guerre régionale peut mettre en péril les investissements colossaux, la paix ne devient-elle pas elle-même un enjeu diplomatique, un enjeu économique? La stabilité du Golfe n'est pas seulement une question diplomatique, c'est aussi une question financière. Les marchés ont besoin de stabilité, les investisseurs ont besoin de stabilité, les compagnies pétrolières ont besoin de stabilité, les industries de la défense ont besoin de stabilité, et les États ont besoin que leurs intérêts soient protégés. Voilà pourquoi lorsque vous regardez un conflit international, il faut toujours écouter les discours, mais il faut aussi regarder les contrats. Parce que très souvent, les contrats racontent une partie de l'histoire que les communiqués officiels ne racontent pas. Et pendant que les puissants négocient, investissent, vendent, achètent et signent des accords à plusieurs centaines de milliards de dollars, ceux qui continuent à payer le prix le plus lourd restent toujours les mêmes. Les civils, les familles et les enfants. Bonne soirée à vous. Ça, c'est la phrase qui humilie Washington. Soyez l'allié de Monaco, ça vous rapportera plus que d'être l'allié de Washington. Quand j'ai entendu cette phrase, mesdames et messieurs, j'ai cru à une blague. Comment un caillou de 2 km² pourrait-il être comparé à la plus grande puissance militaire de l'histoire? Et puis, j'ai réfléchi. Monaco n'a bombardé personne. Monaco n'a demandé à aucun pays d'augmenter son budget militaire. Monaco n'a déclenché aucune crise énergétique. Monaco n'a imposé aucune guerre à ses partenaires. Pourtant, Monaco attire les milliardaires, les entreprises, les capitaux et la richesse du monde entier. Son influence repose sur une chose: faire gagner de l'argent à ceux qui travaillent avec lui. Maintenant, posons la même question pour les États-Unis, mesdames et messieurs. Si vous êtes leur allié aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Plus de dépenses militaires, plus de tensions géopolitiques, plus de dépendance stratégique et parfois même des sanctions ou des conflits qui ne servent pas forcément vos intérêts nationaux. Voilà pourquoi cette phrase est aussi brutale. Elle ne dit pas que Monaco est plus puissant que les États-Unis. Elle dit quelque chose de bien plus dérangeant. La puissance ne vaut rien si elle ne crée pas de prospérité pour ses alliés. Et c'est précisément là que la phrase de cet eurodéputé, qui semblait ridicule, devient soudainement terriblement difficile à contredire. Tentative d'une certaine frange de la politique israélienne, plus du tout toute la politique israélienne, mais une certaine frange qui reste puissante, qui veut faire capoter ces accords, mais en fait cette frange est de plus en plus marginalisée, c'est pour ça que je l'appelle une frange. J'en veux pour preuve que vous avez même J.D. Vance qui s'est mis à taper sur Netanyahou et les gens qui sont derrière lui, ou disons les gens qui sont derrière l'image que véhicule Netanyahou aujourd'hui, ou l'image Netanyahou tout simplement. De plus en plus vous avez une critique là, Donald Trump aussi, enfin ça commence à beaucoup moins rigoler parce qu'on voit l'impasse, cette capacité qu'a eu l'administration Netanyahou de faire croire aux Israéliens que c'était une question de vie ou de mort, exactement comme on leur a fait croire que finalement maintenant tout Palestinien voulait les tuer, que le simple fait de prononcer le mot palestinien était déjà une tentative de tuer un Israélien. Ça, il a fallu 30 ans pour l'installer profondément dans les esprits, ça existait chez une certaine frange, mais maintenant c'est devenu assez généralisé, et ça c'est 30 ans de boulot quand même, donc il faut reconnaître cette persévérance dans la saloperie de la part des gens qui sont derrière Netanyahou. Les informations qui circulent depuis quelques heures du côté du Moyen-Orient font craindre le pire. Washington est vraiment en état d'alerte. Les gardiens de la révolution iranienne auraient informé tous les éléments de la marine marchande que le détroit d'Ormuz va être refermé jusqu'à nouvel ordre. Voici l'information qui circule. Et il faut donc dire que, pour le moment, aucune institution maritime internationale n'a confirmé l'information. Mais c'est de sources sécuritaires et de sources marchandes que nous apprenons qu'il y aura la fermeture, la refermeture du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. Il faut donc dire que
cette situation rend compliquée la donne. Nous savons quand même que Hormuz n'est pas un simple passage en tant que tel, mais c'est un des poumons de l'économie mondiale. Et pourquoi d'ailleurs les Iraniens en arrivent jusque-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire remarquer, l'Iran avait fixé sa ligne rouge. L'Iran a dit que l'accord ou le protocole d'entente qui a été convenu, c'est un protocole qui concerne tous les fronts et que sa ligne rouge était le Liban. Mais nous avons vu, il y a eu beaucoup de frappes au sud du Liban. Il y a eu beaucoup de morts. Et parallèlement, le Hezbollah libanais a frappé aussi Israël. Alors, l'accord est en train de vaciller. La ligne rouge iranienne a été touchée. Et donc, si l'Iran met en exécution la refermeture du détroit d'Ormuz, quelles seraient les implications stratégiques et les conséquences sur le conflit qu'ils ont déclaré un peu partout? C'est la fin de la guerre, c'est la fin de la guerre. Quelles seraient les conséquences? Allons-y dans plus de détails. Allons-y dans plus de détails. Il y a que le monde se demande quelles vont être les conséquences immédiates de la fermeture ou de la refermeture du détroit d'Ormuz. D'abord, le premier élément de réponse, c'est que ce sera un choc énergétique mondial. Le monde est en train de retenir son souffle. Au moment où tout le monde pense que la paix est revenue, le blocus américain du côté des ports iraniens a été levé. C'est pendant ce moment qu'on va refermer le détroit d'Ormuz. Si c'est fermé, les navires vont souffrir. Le prix du pétrole va augmenter encore. Qu'est-ce que Washington va faire? Alors, si l'Iran mettait en exécution sa menace, et on le sait très bien, l'Iran ne menace pas, l'Iran dit toujours ce qu'il va faire. Et donc si l'Iran faisait ce qu'il a annoncé, il va sentir que le conflit, il y aura un regain de tension. Washington qui est déjà en désaccord avec Israël, puisque les deux ne sont plus sur la même longueur d'onde, dans la même logique. Le président américain va se révolter contre Israël, contre Benjamin Netanyahou. Parce que c'est ce dernier qui aurait poussé à la violation de l'accord. Il a été le premier à ne pas considérer le Liban comme étant partie intégrante de l'accord. Il a dit, Israël a dit qu'il veut sa liberté d'action. Le Liban n'est pas concerné par l'accord. Donald Trump a dit, le Liban est concerné par l'accord. Mais finalement, de discussion en discussion, l'Iran est en train de prendre des mesures. Alors, la première conséquence va être la flambée des prix, comme on l'a dit. Hormuz concentre une partie énorme du flux énergétique mondial. Et l'Agence internationale de l'énergie rappelle qu'en 2025, plus de 110 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié ont transité par le détroit. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Allons-y sur plus de détails. Allons-y dans plus de détails pour mieux comprendre, évidemment, et ce qui, stratégiquement, risque vraiment de fatiguer le monde dans le cadre de ce conflit. Posons-nous deux questions. Si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, comment les grandes puissances vont-elles réagir? Et quand je parle de ces grandes puissances, je vais parler de la France, qui a déjà accusé directement Israël de ne pas respecter l'accord. Je vais parler de l'Europe qui globalement fait transiter la plupart de son gaz naturel liquéfié par le détroit d'Ormuz. Bon, je vais aussi parler de la Chine, même si la Chine est alliée à l'Iran. Alors, le premier élément de réponse, il faut dire que les États-Unis seront les premiers à être mis face à leurs responsabilités. L'annonce, même si elle n'est pas encore publique,
de la refermeture du détroit d'Ormuz est une sorte de nouvelle pression que l'Iran cherche à exercer sur Washington pour que Washington respecte ses engagements. Parce que lorsqu'on parle de Washington dans cet accord, on parle de Washington et de ses alliés. Washington a promis de respecter ses engagements. Washington a promis de respecter ses engagements. Mais depuis la nuit d'hier, 18 juin 2026, jusqu'au petit matin du 19 juin 2026, Israël s'est livré à bombarder copieusement le sud du Liban. Donc, un élément clé de l'accord n'est pas en train d'être respecté. Est-ce que c'est à l'Iran de respecter? Non. L'Iran n'a pas encore fermé. Mais l'annonce en elle-même, fut-elle de simples rumeurs, inquiète déjà Washington et met Washington devant ses responsabilités. Alors, si Hormuz est réellement fermé, s'il ferme, Donald Trump a deux options. Soit exercer une pression diplomatique maximale sur Israël pour arrêter les frappes au Liban afin de pouvoir sauver l'accord. Ça, c'est la première option. La deuxième option, soit déployer davantage la marine américaine, donc les forces américaines, pour forcer la réouverture du détroit d'Ormuz. Or, nous avons déjà vu, l'Amérique a tenté, l'Amérique n'a pas pu. L'Amérique avait même fait appel à ses alliés de l'aider à réouvrir le détroit d'Ormuz. Et ils n'ont pas pu. Donc cette option, ça ne peut pas marcher. Certainement, la seule option, ça va être de mettre la pression sur Israël. Mais est-ce que Donald Trump va accepter d'aller jusqu'à ce niveau? Un tel degré de pression. Donc Washington est coincé entre deux impératifs. Protéger la navigation mondiale ou empêcher une guerre totale. Washington est coincé. La France et l'Europe sont en train de mettre la pression diplomatique sur Israël. Voilà. Et de l'autre côté, Israël continue de maintenir la pression sur le Liban, en fin de compte. Et la dernière question qu'on se pose, si cette fermeture, est-ce que cette fermeture peut provoquer réellement l'escalade militaire régionale, soit régionale ou soit mondiale? La réponse est claire, sans ambiguïté. Si l'escalade reprend, le conflit sera à la fois sur le plan régional ainsi que sur le plan mondial. Ça, c'est très clair. Régional parce que les États du Golfe vont être impliqués. Mondial parce que les grandes puissances, notamment européennes, ont commencé à fustiger l'attitude d'Israël et ont commencé à en avoir marre de la prolongation de cette guerre, notamment la fermeture du détroit d'Ormuz, puisqu'ils y ont un intérêt. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Et je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles informations. L'écoute. Les Européens ne sont pas des médiateurs. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous lui apportons de l'aide, du soutien, nous avons sanctionné la Russie. Notre priorité, c'est l'aide militaire à l'Ukraine et le soutien. C'est le soutien à sa politique énergétique pour l'hiver prochain. C'est l'accroissement de la pression sur la Russie et notre disponibilité à recevoir un message de la Russie si elle était prête à négocier sérieusement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui, partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens, par aussi les soutiens financiers et les prêts que nous avons pu faire dans le règlement financier de celui-ci. Et donc c'est à la Russie, à qui beaucoup d'offres ont été faites ces derniers mois, de dire quand elle sera prête à négocier. Et la négociation, elle se tiendra d'abord entre la Russie et l'Ukraine, et elle devra associer autour de la table les Américains, les Européens. Voilà. Je pense qu'il faut être très clair sur le débat, et dans le bon ordre des choses, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours. À quel moment, en 2026, les trolls continuent-ils encore à vous dire qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine? Le président Macron insiste sur les prêts et l'aide européenne parce que l'Europe a mis des dizaines de milliards d'euros dedans. L'argent européen à l'Ukraine n'est pas du tout gratuit. L'Ukraine devra tout rembourser. L'Europe veut son siège à la table pour protéger, sécuriser son investissement et ses intérêts pendant que les Ukrainiens tombent sur le champ de bataille.
N'est-ce pas le général Yakovlev qui disait ici « Bravo, l'Ukraine se bat pour nous et nous, on paye ». Et oui, les Ukrainiens, ce sont des soldats envoyés comme chair à canon pour affaiblir la Russie. Ces dirigeants européens se moquent royalement des Ukrainiens, tant qu'ils font le sale boulot à leur place pour éviter une escalade nucléaire. L'Ukraine est un champ de bataille dans la lutte pour le nouvel ordre mondial. Ils savent très bien que l'Ukraine a perdu cette guerre depuis des années. Mais comme la guerre, c'est un business énorme pour les complexes militaro-industriels américains, européens, eh bien, tout le monde trouve son compte. Mais derrière cette guerre, l'Europe est ressortie globalement affaiblie, plus fragile et plus dépendante sur plusieurs plans. Entre la hausse de l'inflation, la pression migratoire, la dépendance énergétique et les divisions politiques internes, leur continent fait face à des tensions économiques et sociales accrues qui compliquent sa cohésion et sa capacité d'action commune. Nous assistons ici à la fin de l'ordre unipolaire. Et quand je vois les réactions de certains trolls autour de quelques frappes de drones ukrainiens, honnêtement, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que l'issue de cette guerre ne laissera pas l'Ukraine intacte. C'est cette vérité que tout l'Occident évite. Ce qui restera de l'Ukraine après la guerre, nous en reparlerons. Mais les négociations auront lieu et elles s'annoncent dures, avec des concessions lourdes côté ukrainien. Moi, c'est la partie du film là que je patiente depuis. Poutine est trop patient. Voici pourquoi les Russes vont regretter Evgeny Prigojine. Écoutez bien cette humiliation. C'est une humiliation de voir que cette vague de drones ait frappé Moscou, d'autant que c'est accompagné d'un message de Zelensky qui dit aux Russes « La guerre que nous portons sur votre territoire désormais, que nous avons la capacité de porter sur votre territoire, elle est due à un seul homme, Poutine. Ça n'est pas contre vous, mais c'est contre lui, et ça peut effectivement frapper dans l'imaginaire russe, dans la population. Poutine est obligé de répliquer et probablement ce sera effectivement très violent. On se rend compte d'une chose, mesdames et messieurs, la patience de Vladimir Poutine risque de le conduire lui-même à sa perte. La stratégie est simple aujourd'hui, essayer de retourner la population russe qui a déjà aussi, il faut le reconnaître, perdu beaucoup d'hommes sur le théâtre ukrainien. Les Russes vont bientôt regretter Evgeny Prigojine. Et pourquoi? Parce que, contrairement à ce que d'autres pensent, Evgeny Prigojine était une figure très conservateur et un esprit de va-t-en-guerre sans précédent habitait le monsieur. Si c'était Prigojine, je peux vous garantir, mesdames et messieurs, que ce qui se passe en Ukraine aurait pris fin parce qu'il aurait engagé depuis longtemps toute l'armada russe pour éradiquer le phénomène Zelensky aujourd'hui. Voilà un monsieur que Poutine a préservé la vie. Et aujourd'hui, ça risque de se retourner contre lui. Je vous prends un petit exemple. Lorsque Evgeny Prigojine était à la tête de son unité de sécurité Wagner en Afrique, on ne voyait pas la montée en puissance des terreaux. C'était frappé fort, c'était frappé dur, c'était frappé pragmatique. Lorsqu'on a vu Evgeny Prigojine monter le projet de renverser le chef d'État russe, ce n'était pas pour plaire à l'Occident. L'Occident doit s'estimer fier de la disparition ou du repos éternel d'Evgeny Prigojine. Parce que si c'était ce monsieur qui prenait la tête de la Fédération de Russie, frapper un coup KO. Mais Vladimir Poutine aujourd'hui a habitué les Russes à une telle patience que finalement, s'il ne fait pas attention, cela risque de se retourner contre lui. Il s'est résolu désormais à la stratégie de la riposte. La Russie ne peut pas continuer dans cette stratégie parce qu'au final, le peuple russe risquerait de se retourner contre Vladimir Poutine parce que le peuple russe a déjà consenti d'énormes sacrifices, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le président ukrainien qui devrait être aujourd'hui en train d'inciter le peuple russe à se révolter contre son dirigeant. Ce n'est pas ça. Si évidemment Vladimir Poutine avait frappé fort et un coup KO dès les premières heures de l'opération militaire spéciale.